Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Chancelier, c'est d'abord bien sûr un sentiment de gratitude que je voudrais exprimer en parlant devant vous aujourd'hui, d'autant plus que ce colloque tombait au moment de la date de mon anniversaire, et donc avoir le plaisir de fêter son anniversaire parmi vous à Rabat et à l'Académie royale était un plaisir que je sais apprécier. Je pense aussi à un de vos académiciens qui a disparu et qui était pour nous, en France, un symbole de l'histoire intellectuelle du Maroc, le professeur Chaim Zafrani, qui a été, pour des générations d'étudiants à la Sorbonne et à Paris, un modèle et quelqu'un qui nous a beaucoup aidés. Je suis heureux aussi de pouvoir citer le préambule de la Constitution qui a été préparée par votre nouveau roi, dont une phrase est tout à fait importante pour moi aujourd'hui. L'État musulman souverain, le Royaume du Maroc, entend préserver son identité nationale une et indivisible, son unité forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamiques, Amazigh et Saharo-Hassini, s'est nourrie et enrichie de ses affluents africains, andalous, hébraïques et méditerranéens. Fin de citation. Il s'agit donc bien ici d'affluents africains, hébraïques et méditerranéens, et c'est, je crois, un texte extrêmement important. Hier, d'ailleurs, ou avant-hier, nous avons été dîner à Salé. L'aéroport, un des aéroports de Rabat s'appelle d'ailleurs l'aéroport de Rabat-Salé, et vous savez que des milliers de juifs marocains continuent de révérer un homme, un de leurs rabbins, qui s'appelle le rabbin Baba Salé. Vous trouverez dans un livre très récent, publié par notre collègue Mohamed Kenbib, juif et musulman au Maroc, une histoire tout à fait saisissante de la symbiose judéo-marocaine, mais ce n'est pas de cela que je dois parler aujourd'hui. J'ai d'ailleurs aussi plaisir, puisque je voyais qu'il y avait beaucoup de collègues qui étaient très attentifs aux élections en France et au débat des élections en France, de rappeler que notre ministre de la Culture actuelle, Madame Audrey Azoulay, est, comme vous le savez, la fille de votre collègue André Azoulay. Je vais vous présenter ce texte en trois parties, comme il se doit. D'abord partir d'un paradoxe, et puis deuxièmement, comme on me l'a demandé, de vous présenter juste deux figures de cette modernité juive. La première, qui est un homme des Lumières, Moïse Mendelssohn, dont vous connaissez en tout cas le petit-fils qui s'appelle Félix Mendelssohn, et vous avez entendu des opéras et des productions musicales de lui, et ceux qui travaillent aussi sur l'histoire financière et l'histoire industrielle du Maroc se souviennent qu'un des petits-enfants de cette grande famille Mendelssohn, qui existe encore aujourd'hui, a été un des présidents du comité des intérêts allemands au Maroc. Il y a effectivement un paradoxe à parler de cette modernité juive, où sont intervenus des tas d'experts dans les cultures et des religions, qui sont des cultures et des religions ultérieures, qui sont adossées au judaïsme, mais qui sont bien évidemment chronologiquement ultérieures. Ce dernier, le judaïsme, jouirait donc d'une position inaugurale et même quasi paternelle. C'est la raison pour laquelle il ne manque pas de rabbins, comme un rabbin du XIXe siècle qui s'appelait Moses Zofer, qui disait, je cite, « Tout ce qui est nouveau est contre la Bible ». Fin de citation. On a parlé beaucoup des problèmes de l'orthodoxie et de l'orthodoxie dans le monde chrétien, dans le monde musulman, mais c'est aussi quelque chose que la pensée, que l'histoire juive connaisse très bien, n'est-ce pas ? Ce fondamentalisme, ce retour au texte, cette idée que ce texte serait révélé avec ses fautes. J'ose pas le dire, mais souvent, puisque nous sommes en fin
en fin de colloque, je dis à mes étudiants toujours, c'est tout à fait extraordinaire que cet Esprit Saint, à qui on doit, en tout cas par exemple, comme on dit la Torah, on dit l'Ancien Testament, c'est un peu dommage que cet Esprit Saint qui était tellement saint avait un niveau d'hébreu extrêmement passable. Et bon, c'est une boutade, bien évidemment, mais c'est pour vous dire que ce type de problématique apparaît, bien évidemment, dans tous les débats entre les pensées avec des religions révélées et, justement, comme on dit, des philosophes. Et on dit toujours, d'ailleurs, si on commence à contester les traductions et les textes, c'est un philosophe. Notre ami et maître Henri Laurence, qui était là hier, qui occupe la chaire d'études arabes du Collège de France, pourrait vous parler d'Ernest Renan, qui est bien évidemment très connu. Ernest Renan, qui a été interdit de Collège de France le jour même de sa leçon inaugurale, parce que justement, il avait commencé à parler des traductions, à parler des niveaux de l'hébreu, des niveaux de l'arabe. Et alors on s'est dit, ça c'est un philosophe. Le soir même, il a été renvoyé du Collège de France, et comme vous savez, il a fallu qu'il attende un petit moment pour être réintégré dans sa chaire. Pourtant, comme vous le savez, ceux qui se souviennent ou qui savent un peu d'hébreu savent bien que le terme de la loi en hébreu s'appelle halacha, et halacha, ça veut dire cheminement. C'est justement se promener, c'est justement cheminer dans une tradition, donc tout le contraire. En fait, ce sont les chrétiens qui ont appelé cette loi le nomos, la loi, et qui ont dit cela, ils ont des commandements, et en dehors des commandements, il ne faut pas leur demander autre chose. C'est bien évidemment un travestissement de la réalité. La langue de la Bible elle-même, même ce qu'on appelle la Torah, les 5 livres, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et mon maître Emmanuel Lévinas disait toujours, il est ni ancien et ce n'est pas un testament. Mais ce n'est pas très grave, cette langue-là a évolué aussi, selon que vous lisez la Genèse, l'Exode, etc. Et donc, on aurait presque consubstantiellement à ces textes religieux de la modernité dans le discours. C'est-à-dire que le discours s'adapte, répond, se copie, comme on dit aujourd'hui, le copier-coller. Et tout d'un coup, vous lisez un passage, vous dites, mais ça a 5 siècles de décalage avec la ligne que j'ai lue avant. D'un autre côté, on ne compte plus les titres d'ouvrages et d'articles accolant le judaïsme avec la modernité. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le judaïsme, la modernité fait vendre. Quand vous voulez vendre un livre, vous faites justement la modernité de quelque chose est la modernité. Là, vous allez peut-être arriver à en vendre quelques-uns. Alors vous avez pêle-mêle Spinoza, les juifs modernes, Freud, on en a d'ailleurs beaucoup parlé aujourd'hui, ça m'a amusé de retenir à chaque fois les noms, on a parlé de Kafka, bien évidemment, qui passe pour l'archétype du juif moderne, et paru en 2016 aux presses de l'université de Princeton, un ouvrage qui s'appelle Makers of Jewish Modernity, et où là, on aurait un catalogue qui commence bien sûr avec Sigmund Freud, dont on a parlé tout à l'heure, et qui se termine aujourd'hui avec Derrida, Judith Butler, etc. Et donc à chaque fois, j'allais dire, moi je ne suis pas juif, alors ça ne me dérange pas, mais à chaque fois, ces pauvres juifs, on dit toujours, ah mais ça c'est les juifs, la modernité c'est les juifs. Alors on le dit parfois en positif et parfois en négatif. Et souvent, bien évidemment, en négatif. Et dans ce volume se côtoient Herzl, Dubnow, Lazare, Rathenau, Warburg, Derrida, Celan, Benjamin, tous ces auteurs qui sont d'ailleurs largement traduits dans toutes les langues, y compris, bien sûr, en arabe. C'est assez curieux parce que souvent, par exemple, les 2 icônes de la modernité, c'est Walter Benjamin et Paul Celan. C'est très chic, mais les 2 se sont suicidés. Et donc, ça jetterait un témoignage un peu curieux sur cette fameuse modernité. Donc ça, c'est le paradoxe, et on pourrait, vous imaginer, parler longtemps, et en vous entendant, j'ai été très, très stimulé par ça. Je termine d'ailleurs aussi par une incidente, cette introduction. Un des articles les plus cités au cours de nos travaux, c'est celui de Shmuel Eisenstadt, Multi-Modernities. Eisenstadt, je vous en dirai un mot tout à l'heure, a été le dernier assistant de Martin Buber à l'Université hébraïque de Jérusalem, c'est d'ailleurs pour ça que je vais en parler, et a fondé le département de sociologie, a continué le travail de sociologie de cette université hébraïque à Jérusalem.
Alors pour des raisons, encore une fois, on est entre amis, pour des raisons politiques, amicales, etc., on peut dire qu'il est israélo-américain parce qu'il a eu une année sabbatique comme nous tous aux États-Unis. On peut dire qu'il est polono-américain parce qu'il est né en Pologne, mais son travail, et il est mort il y a très peu de temps, j'ai eu le privilège de le côtoyer pendant longtemps, il a eu un rôle très très important dans l'histoire de la sociologie d'ailleurs, globalement. Je reviens maintenant, le premier point, aux Lumières, dont on a bien évidemment beaucoup parlé, et c'est pour ça l'avantage quand on arrive en fin de travaux, en fin de gondole, on peut aller un peu plus vite. Je vous fais remarquer que parmi les grands livres sur le XVIIIe siècle, nous avons 2 ou 3 livres écrits par des juifs allemands. On a oublié qu'ils étaient juifs parce qu'on les prend pour des Américains, pour des Français, etc. Mais il faut se ressouvenir de ça. Le premier, c'est Ernst Cassirer, que nous connaissons tous, qui est traduit dans toutes les langues, qui est juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et le second auquel je voulais faire allusion, c'est celui de Horkheimer et Adorno, qui s'appelle La dialectique de l'Aufklärung, qu'on a traduit en français par la dialectique de la raison. C'est pas complètement idiot, mais on perd un peu cela. Comme s'il y avait d'ailleurs, on pourrait en parler longuement, une espèce de longue familiarité avec ces intellectuels juifs qui, la plupart du temps, sont parfaitement déjudaïsés. Rassurez-vous, hein, ils sont convertis, ils ont changé de nom, ils ont changé de pays, etc. Je veux dire, ils n'ont aucune idée de ce que peut représenter le judaïsme, mais avec Peter Gay, avec Krakauer, avec tous ces gens-là, souvent, ils ont fait leur thèse sur le XVIIIe siècle français. Et souvent, ils ont fait leur thèse sur Diderot. Si on rentrait dans des raisons techniques, on trouverait toute une série d'explications fascinantes à cela. Beaucoup ont fait en français première langue. Ces romanistes-là étaient à Berlin, au lycée des Huguenots, donc ils savaient le français, donc ils ont fait une thèse sur Voltaire. C'est pas plus difficile que ça. Simplement, après, quand on a la liste, c'est bien sûr quelque chose de très impressionnant. On a donc dit que ce grand philosophe, le premier, c'est Moïse Mendelssohn, qui est exactement un philosophe du XVIIIe siècle. Il a la bonne idée de naître en 1729, exactement comme Lessing, et de mourir en 1786, comme Frédéric II. Donc vous voyez, on a vraiment un homme des Lumières. Et alors c'est un penseur tout à fait intéressant, je ne vais pas détailler bien sûr, mais c'est un penseur qui était non seulement un philosophe, mais qui a traduit la Bible, et qui a eu aussi une très grande importance pour l'émancipation des Juifs, pour l'acculturation des Juifs, bref, une importance politique. Et c'est la même chose qu'on va retrouver avec Martin Buber, c'est pour ça que je vous ai pris ces 2 figures, pour qu'on voit justement cette modernité, il y en a d'autres, hein, mais cette modernité juive qui d'ailleurs a largement disparu aujourd'hui. Mendelssohn était d'ailleurs, c'est assez symptomatique, un discours, quelqu'un qui venait vraiment de la tradition. L'allemand n'était même pas sa langue maternelle, et qui a habité Berlin. Et à Berlin, il a été l'interlocuteur de tous nos grands philosophes, et bien sûr aussi de Emmanuel Kant. Je rappelle d'ailleurs que la Prusse s'était justement enrichi de 2 minorités qui avaient été expulsées par des pays catholiques. Les premiers, les Juifs, qui sont renvoyés de Vienne au milieu du XVIIe siècle, et les Huguenots, c'est-à-dire les calvinistes français, qui sont aussi mis à la porte en France. Et ils arrivent en Prusse, et d'ailleurs en Prusse, les gens se sont frottés les mains parce que c'était des avocats, des banquiers, des professeurs, et des gens qui avaient une très grosse culture, une très grande appétit de travail, et c'est ça qui a fait une des grandeurs de la Prusse, au moins jusqu'en 1933. Et Mendel, et son nom s'appelait Mendel, hein. Mendel, ceux qui ont fait de l'allemand savent que Mendelssohn, c'est le fils de Mendel. Donc le père s'appelait Mendel, et lui on l'a appelé Monsieur Mendel, le fils de Mendel, donc Mendelssohn. Il est très connu pour un livre qui s'appelle Le Phédon ou Sur l'immortalité de l'âme, qui est un des best-sellers du XVIIIe siècle, qui a été traduit en une dizaine de langues, qui a été lu par Kant, par Hegel. Il y a même une réfutation dans la critique de la raison pure de Kant. C'est très intéressant pour nous parce que, si vous voulez, c'était sans problème. On pouvait être un bon juif et un Aufklärer et un homme des Lumières allemandes, parce que les Lumières allemandes ne sont pas du tout des Lumières anti-religieuses, contrairement aux Lumières françaises. Et d'ailleurs, contrairement aussi aux Lumières italiennes. En réalité, c'est la France qui est un cas un peu à part. Forcément, en bon français, on a cru que c'était la règle, mais en réalité, c'est le contraire.
Je rappelle d'ailleurs qu'en italien, c'est un faux ami, Aufklärung, les Lumières se dit Illuminismo. Et donc, quand vous traduisez Illuminismo par illuminisme, vous avez faux partout. Puisque, bien évidemment, pour un Français, illuministe, c'est le contraire des Lumières. Et donc, Mendelssohn a quelqu'un qui n'a aucun problème d'être un bon juif, de respecter les commandements de la Torah, d'être un juif traditionnel, et en même temps de discuter avec Kant, d'accepter les théories de Newton. Et c'est donc le fondateur de ce qu'on pourrait appeler la charte du judaïsme moderne, en disant, après, vous pouvez être un très bon médecin, vous pouvez être un homme de loi, tout en restant un juif absolument observant. Il a fait un grand livre, donc, qui s'appelle Jérusalem ou pouvoir religieux et judaïsme, publié en 1783. Je ne ferai qu'une seule petite citation de ce livre parce qu'il plaide la liberté de penser. Plus que Locke, qui passe pour le parangon de la tolérance, refusait la tolérance pour les athées. Alors que Mendelssohn dit, si les athées ne font pas de problème dans la société, c'est leur problème. Donc, il faut les laisser vivre, une fois que, bien évidemment, ils ont respecté le vivre en commun. Deuxième point que je voulais signaler pour Mendelssohn, il a, comme je l'ai dit, traduit la Bible. Pourquoi ? Parce qu'il voulait que, comme les gens s'intègrent dans les pays européens, dans notre cas l'Allemagne, il fallait absolument que ces gens-là apprennent l'allemand. Et comment faire pour que les gens apprennent l'allemand ? Un bon juif, ça lit la Bible tous les jours. Et donc, il a traduit la Bible en hébreu, en allemand, pardon, mais avec des caractères hébraïques, puisque vous savez, comme l'hébreu, comme l'arabe, on peut écrire une autre langue avec ces caractères-là. Et donc, vous voyez, cette idée-là, c'était extraordinaire, c'était une modernisation par la tradition, puisque ce qu'il prend, c'est la Bible. D'ailleurs, Mendelssohn est un leibnizien tout à fait orthodoxe, et donc on a une originalité formidable, c'est deux orthodoxies qui en font une originalité. C'est-à-dire qu'il est doublement traditionnel, et cette double tradition fait quelque chose de très moderne. Et c'est effectivement la naissance du judaïsme moderne, qui a été, en tout cas, l'histoire que nous connaissons jusqu'en 1933. Ça, c'est tout à fait différent du siècle des Lumières. Le siècle des Lumières français, ils n'ont aucune idée de tout ça. Vous vous souvenez des sarcasmes de Voltaire ? Diderot est aussi un peu ironique en disant « il y a des barbus, il y a des rasés ». Avec les rasés, on peut s'entendre, mais méfiez-vous des barbus. Alors que, dans le texte de Rousseau, la profession de foi que nous connaissons bien, voilà ce texte de Rousseau venu on ne sait pas bien d'où, d'ailleurs. « Je ne croirais jamais avoir bien entendu les raisons des Juifs avant qu'il n'ait un État libre, des écoles, des universités où ils puissent parler et disputer sans risque. Alors seulement, nous pourrons savoir ce qu'ils ont à dire. » C'est tout à fait extraordinaire, c'est au milieu du siècle des Lumières, comme ça, ce texte-là est quelque chose de tout à fait original. Le deuxième point, c'est bien sûr Martin Buber. Martin Buber est à la fin de cette histoire. Il est né en 1878 à Vienne, donc souvenez-vous, Vienne, fin de siècle, Freud, Schnitzler, Stefan Zweig, tous ces textes qu'on cite en permanence et que nous connaissons tous, qui sont d'ailleurs traduits dans toutes les langues. Et il meurt en 1965, à Jérusalem, où il a été professeur d'université. Lui aussi, il a eu un très grand rôle politique parce qu'il a représenté les jeunes juifs de la République de Weimar dans l'Europe entière. Il a traduit la Bible pour des raisons inverses de Mendelssohn, c'est-à-dire qu'il voulait que dans l'allemand, on puisse entendre de l'hébreu, en disant tous ces juifs allemands, ils sont bac plus 15, ils sont médecins, prix Nobel, Einstein, professeurs, banquiers, tout ça, mais ils n'ont plus aucune idée de ce que c'est que la Bible. La Bible qu'ils connaissent, elle est la Bible de Luther et de Jean-Sébastien Bach. Et donc, il s'est mis à retraduire la Bible avec un grand philosophe, d'ailleurs, Franz Rosenzweig, dont la bibliothèque est à l'université de Tunis, et a fait cette traduction extraordinaire. Son grand livre, vous le connaissez, c'est « Je et tu », publié, on parle d'éthique, de philosophie du dialogue, Je et tu, en 1923. Ce texte-là est le fondateur justement de cette philosophie de l'autre, de l'idée que toute vie est d'abord rencontre, que toute philosophie commence par la rencontre avant la dialectique sujet et objet. Alors, pendant très longtemps, il a habité Berlin et puis près de Francfort, et il a aussi été politiquement très important, puisque lui ne voulait pas qu'on crée un État pour les Juifs en Israël avant de s'entendre avec des Arabes, avec les Arabes qui y vivaient. Chrétiens et musulmans, d'ailleurs, on oublie toujours la première partie. Pour une raison très simple, c'est parce que s'il y avait une majorité des Juifs depuis la fin du 19e à Jérusalem, en gros,
dans le pays, ils n'étaient qu'une petite minorité. Jusqu'en 1945, c'était vraiment une petite minorité. Et donc, pour Boubert, c'était absolument aberrant de vouloir fonder un État, alors que les gens qui étaient là se demandaient qu'est-ce qu'ils venaient faire, quoi. Eux-mêmes, d'ailleurs, avaient vécu avec des Juifs depuis très longtemps en Palestine. Donc, comme vous pouvez vous imaginer, pour lui, les Juifs devaient être des ponts entre l'Orient et l'Occident, et ne devait pas avoir un petit État moderne exactement comme les Français. Un petit État moderne comme les Français. Il y a une lettre avec Stefan Zweig formidable où Stefan Zweig lui dit « Mais on va avoir un petit État avec des drapeaux, des canons, des médailles ?» Et Boubert lui dit « Bien évidemment, il n'en est pas question, même pas en rêve. » Alors j'avais une citation que je vais passer pour ne pas embêter le président de la séance. Il y avait une très belle citation, bien sûr, sur le retour de l'hébreu. Parce que pour Boubert, donc vous voyez, c'est de nouveau la même opération. Hein. On prend un texte traditionnel, la Bible, on le retraduit, alors cette fois-ci, de manière à ce que les gens retrouvent dans l'allemand l'hébreu de la base. Mais à ce moment-là, un des acquis de cette modernité juive, c'est bien évidemment le retour de l'hébreu, le travail de l'hébreu, cette idée tout à fait baroque, qui arrive d'ailleurs avec un auteur qui habite Montparnasse et Montmartre, et qui dit à partir de maintenant, on va retrouver notre langue comme les Grecs, comme au XIXe siècle, comme d'autres, et se remet à parler l'hébreu et développe cet hébreu qui est tout à fait extraordinaire en se méfiant du caractère apocalyptique de l'hébreu. C'était ça la citation que j'avais. Dans les années 25, on dit « Mais attention, cet hébreu, c'est une bombe à retardement. Quand vous parlez de rédemption, quand vous parlez de montée en Israël, la langue va se retourner contre ses enfants. » Si vous voulez, j'avais laissé pour la traduction, mais cette lettre est tout à fait extraordinaire et je pense qu'elle est très importante quand on travaille sur les langues sémitiques. Parce que ces langues sémitiques ont effectivement une espèce de côté de bombe à retardement tout à fait extraordinaire et de capacité aussi de se retourner sur ceux qui l'utilisent. Je signale en tout cas en fin de parcours, je voulais juste dire un mot aussi, mais je vous promets, je ne fais pas la citation. Le jeu et le tu a été traduit en français par Gaston Bachelard, sous l'impulsion de Gaston Bachelard, dont on a parlé le premier jour. C'est Gaston Bachelard qui, ayant lu Le jeu et tu, s'est dit il faut absolument faire traduire ce texte, et il a fait une lettre absolument bouleversante à Boubert, que j'ai d'ailleurs publiée. Donc vous voyez, pendant toutes ces années, Boubert a milité dans ces organisations qui s'appelaient le Brit Shalom, qui s'appelait l'Ihoud, travaillant avec des Arabes, voulant assurer la promotion de la langue arabe en disant on ne pourra pas faire un État viable avant d'avoir réglé et d'avoir pris langue avec ces gens qui habitent avec nous. C'est-à-dire, comprenez-moi bien, Boubert est un sioniste, c'est-à-dire qu'il pense qu'un juif est rentré chez lui en Palestine, mais simplement, comme il y a des gens qui vivent en Palestine, on ne peut pas les traiter comme s'ils n'existaient pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle il a été toute sa vie une espèce de mauvaise conscience, avec une polémique contre Ben Gourion et avec tout ça, ce qui était tout à fait extraordinaire. Je termine, Monsieur le Président, justement par de nouveau une évocation magnifique. Boubert a été au centre des travaux de Florence avec Giorgio Lapira sur les études méditerranéennes, et des colloques qui ont été institués à partir des années 58. Et le premier de ces colloques, en 1958, à Florence, a été inauguré par le jeune Hassan II, qui n'était pas encore roi, mais qui, à ce moment-là, était déjà très actif et a même parlé avec des Israéliens à ce moment-là. Alors vous voyez qu'aujourd'hui, on assiste, on vient de le dire d'ailleurs, à une rejudaïsation et en même temps à une sécularisation, c'est-à-dire tous ces juifs dont vous avez parlé, parfois sans savoir qu'ils étaient juifs, ils sont en même temps à penser ensemble avec des gens qui reviennent vers leur tradition et chacun utilise la mémoire qui lui parle le plus, bien évidemment, la mémoire de la Torah pour certains, la mémoire de la culture pour d'autres, et ce qui va se passer, bien évidemment, savent simplement ça, il n'y a que les prophètes qui le savent, mais pas du tout les professeurs. Merci beaucoup et merci aux traducteurs.